Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique centre de vie Raymond Kopa où cette vidéo vous est dédiée à vous, supporters du Stade de Reims, dans cette vidéo qui s'appelle Rouge et Franc où l'idée est tout simplement d'échanger avec le président Jean-Pierre Caillot. Je peux vous dire que vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer vos questions. Au total, 1342 questions. Ça fait beaucoup. Évidemment, on ne pourra pas tout y répondre. C'est pour ça qu'on a décidé de rassembler ces questions en différents thèmes. Je vous les énumère. 20% des questions concernent la politique sportive, 18% la direction et la gouvernance du club, 16% le staff technique, 15% votre relation avec le club et votre expérience à Delaune, 12% touche au budget et aux finances, 9% évoque des cas individuels de joueurs, 6% porte sur l'image du club, 3% pour l'académie et 1% sur la section féminine. Alors évidemment, il y a peut-être des mathématiciens parmi vous, vous allez nous dire bon, 16% pour la partie staff, c'est pas vraiment ça. En fait, pour vous expliquer, pas mal d'entre vous ont posé beaucoup de fois la même question. On a décidé de réduire un petit peu. C'est une question qui concerne notamment l'entraîneur. Maintenant que le cadre est placé, je vous propose d'aller rejoindre immédiatement notre interlocuteur du jour, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. Suivez-moi. Bonjour Greg. Bonjour Président. L'objectif est simple aujourd'hui. Écouter, expliquer, clarifier. Parce qu'un club se construit aussi dans le dialogue avec celles et ceux qui le font vibrer. Vous avez initié à cet échange, ça vient de vous. Mais avant de plonger dans les questions des supporters, une première question, comment allez-vous ? On ne va pas se mentir, c'est dur, c'est très violent parce que personne ne l'avait vraiment vu venir. J'ai lu quelque part qu'il y avait 4% de probabilité d'être barragiste. On n'a été pratiquement jamais barragiste tout au long de cette saison et on se retrouve à jouer un barrage avec entre les deux une finale de Coupe de France. Donc c'est quelque chose de compliqué, de dur à vivre. Finale de Coupe de France dont certains ont trouvé que notre prestation était moyenne, mais pour en avoir discuté avec le président du Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, ils étaient dans l'esprit, pendant la première mi-temps, de la finale de Ligue des Champions. Et on voit ce qu'il en a été. C'est quand même un club aujourd'hui d'extraterrestres qui a un football qui nous fait rêver, nous, passionnés de football. Mais évidemment, le Stade de Reims n'avait pas la capacité de rivaliser dans cette finale. Et moi qui voulais emmener les Rémois, et ça faisait partie vraiment de mon ambition au Stade de France, je me suis retrouvé à vivre ce rêve qui s'est transformé en cauchemar, même si toute ma vie je me rappellerai de ce magnifique Tifo et toute cette tribune rouge et blanche. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. 48 ans après, on est allé au Stade de France et encore une fois, même si la période était compliquée, on a pris un bon kiff d'être là-bas. Mais les faits sont terribles. On est aujourd'hui face à une situation dont j'ai été pendant des nuits à ne pas pouvoir dormir, à me dire qu'on n'avait pas perdu de points contre les deux premiers du championnat, Paris et Marseille. Donc il y avait de la qualité dans cette équipe, à ressasser et me dire que l'absence de 3 joueurs clés nous avait été préjudiciable. Probablement que le point qui nous manque aurait pu aussi se trouver là. Probablement qu'il aurait pu se trouver aussi quand il y a eu le penalty gate ou le match d'Angers. Probablement aussi qu'il aurait pu être si les erreurs d'arbitrage dont on a été victime contre Auxerre et contre Strasbourg, et quand je dis qu'elles sont des erreurs d'arbitrage, ça aussi c'est totalement objectif puisque la direction technique de l'arbitrage le lundi a reconnu les erreurs, mais ça ne change pas les résultats. Bref, on peut ressasser dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a une situation, on est en Ligue 2, 7 ans après, et donc il faut reconstruire, il faut repartir de l'avant, il faut se remotiver, il faut tourner la page et pas ressasser tous les éléments que je viens d'évoquer. C'est assez compliqué parce que le Stade de Reims fait partie des clubs assez atypiques dans le paysage du football français. Aujourd'hui, on voit que les clubs qui sont en Ligue 1, ils appartiennent soit à des États,
soit à des milliardaires français ou étrangers, soit à des fonds d'investissement, soit à des galaxies de football. Et des clubs comme les nôtres ont normalement une petite cote sympathique qui fait qu'on est un peu le petit Astérix, celui qui survit au milieu de tout ça. Et sincèrement, on est très fiers pour cette situation. On en était très fiers et on en est toujours très fiers, d'où la motivation de reconstruire et de retourner très vite dans ce monde-là. Dans le sport, et depuis le temps que je suis président, j'ai pu vraiment le mesurer, seule la victoire est belle. Et quand il y a des échecs, ça suscite toujours des interrogations. C'est pour cette raison que j'ai accepté de me soumettre à l'exercice des questions-réponses, qui est jamais très simple. Et je remercie d'ailleurs au passage toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont posé des questions. Je remercie les équipes du Stade de Reims qui ont structuré ces questions pour que ça ne parte pas dans tous les sens, mais pour que ça réponde avec toute honnêteté aux plus grandes interrogations que peuvent avoir nos supporters. Pourquoi j'ai éprouvé aussi le besoin de m'adresser directement à notre communauté? C'est parce que beaucoup de choses ont été colportées, que ce soit par les réseaux, dont chacun peut penser ce qu'il veut, colportées aussi par certains journalistes nationaux qui, à travers ma personne, je ne suis pas dupe, ils voulaient se faire Vincent Labrune. Sûrement qu'il y aura une question là-dessus et on pourra y revenir. Par des influenceurs, puisque c'est maintenant la mode, qui voulaient en profiter pour faire un peu le buzz. Et puis aussi, tout simplement par d'autres communautés que j'ai pu heurter parce que mes positions en tant que président de collège de Ligue 1, c'est moi qui dois porter la voix et la demande de la majorité des clubs et que parfois je suis allé dans des combats que moi j'estimais justifiés parce que mes collègues me le demandaient, mais je comprends que des supporters d'autres clubs aient pu être heurtés. C'était absolument pas mon but d'ailleurs, c'était juste d'essayer de faire avancer les choses. Et dans toutes ces choses qui ont été dites, il y en a sûrement qui sont vraies, je ne conteste pas, mais il y en a beaucoup qui sont fausses. Et c'est aujourd'hui l'occasion de m'adresser à nos supporters et à ceux de notre équipe qui sachent exactement comment on vit les choses, comment on les ressent. Alors j'ai conscience, parce que je commence maintenant à avoir un peu d'expérience des médias, qu'il va y avoir des mots, peut-être des phrases qui vont être sortis de leur contexte et puis vont être exploités par certains, comme toujours. Mais au moins, moi j'aurai ma conscience pour moi, j'aurai répondu avec sincérité à toutes les interrogations que tu vas me communiquer. Si j'accepte de faire cet exercice aujourd'hui, c'est aussi parce que parmi mes déceptions de la saison, j'en ai une qui est énorme, c'est tout ce public qui est venu à Delaune. On n'avait jamais eu autant de public à Delaune. Et c'est une déception pour eux que l'équipe n'ait pas répondu présente, que la fébrilité qui a habité nos joueurs, notamment sur les derniers matchs, et qui a fait qu'on a fait des mauvaises prestations. Voilà, tout ça, je le regrette tellement. Je suis tellement déçu pour eux que je veux aussi et je leur dois aussi effectivement certains éclaircissements. Comme on dit dans ces cas-là, quand on est au tribunal, même si je ne considère pas ce moment comme un tribunal, je jure de dire la vérité, toute la vérité. Et donc maintenant, allons-y, partons dans l'exercice. J'espère que quand je vous répondrai, ça éclaircira pour beaucoup de nos supporters le fait que nous avons un club magnifique, que nous allons tout faire pour relever le défi, le challenge. On en a déjà relevé. Moi, j'ai déjà été 2 fois en national, donc c'est que dire. Et qu'on donnera une image qui permettra de comprendre aux plus nombreux qu'il y a un vrai projet au Stade de Reims et que ce n'est pas parce que nous allons passer le moins de temps possible, j'espère, en Ligue 2, que ce projet s'arrête aujourd'hui. Merci beaucoup, Président, pour vos mots. On va effectivement passer à la première question de supporters sur la politique sportive et sur la stratégie. Une question de Shkaki, j'espère que je le prononce bien. On a senti un manque d'âme, d'expérience cette saison. Va-t-on arrêter le trading à outrance
et encadrer les jeunes par des joueurs d'expérience comme Younis avant? Alors, le trading à outrance, c'est un peu excessif. Ça fait partie de notre projet club, d'être un club tremplin, de prendre des jeunes en pré-formation ou post-formation, et ensuite de leur donner la possibilité d'aller jouer dans des clubs plus huppés et à l'occasion d'améliorer leur situation et de leur donner un vrai programme de développement. Donc c'est ça le fond du sujet. L'encadrement, aujourd'hui on parle de Younis, mais la plupart des joueurs qui ont été transférés ces dernières années, ils étaient restés déjà un certain nombre d'années au club. Younis, il a fait 7 ans au club. Marshall, Matuziwa sont des gens qui sont restés au club. Mais il y a un moment où c'est un engagement qu'on a vis-à-vis d'eux. On ne peut pas les empêcher d'aller vers d'autres clubs plus huppés ou d'autres challenges. Quant à l'encadrement de nos joueurs, oui, on a aujourd'hui, par exemple, Maury, qu'on identifie comme quelqu'un qui va être un des leaders la saison prochaine. Jordi Sibatcheux peut correspondre à ce profil. Et demain, dans notre recrutement, puisqu'on fera un recrutement avec aussi des axes de joueurs typiques Ligue 2, effectivement, il va y avoir la volonté que ceux qui nous rejoignent aient un peu à la fois l'expérience et le côté leader. Je rappelle que par exemple, Younis nous avait rejoint en Ligue 2 avant de faire ensuite tout son cursus avec la Ligue 1 et avec le Stade de Reims. J'ai une autre question d'un autre supporter, Alexandre. Pourquoi parler de projet alors que chaque été, on recommence à zéro en vendant nos meilleurs éléments? Est-ce que l'ambition sportive est réellement une priorité pour vous, Président, ou juste une façade? C'est sa question. Oui, alors le projet, il n'est absolument pas remis en question. C'est notre projet. Notre projet, je viens d'y répondre. À partir du moment où on prend des jeunes joueurs, on les développe. Notre projet, notre ADN, c'est de leur permettre, en étant un club tremplin, d'aller vers d'autres cieux. Et quand cette situation se produit, elle permet aussi au club de recruter d'autres joueurs. Plus les transferts sont élevés, plus on dégage un cash qui nous permet ensuite d'acheter des joueurs auxquels le Stade de Reims n'aurait pas pu prétendre il y a quelques années. Donc quand on dit le projet est remis en question, je trouve ça sévère quand on voit les infrastructures, les investissements qu'on a fait pendant toutes ces années. Le projet, il est là, il est bien ancré. Et accessoirement, si vous regardez bien la composition de l'équipe de cette année, il y a eu très peu de changements avec le groupe précédent. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu un problème d'adaptation. Il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, des blessés importants et puis des choses qui se sont mal enchaînées, ça c'est une réalité. Mais le groupe qui était là, pour la plupart, c'était des joueurs qui étaient déjà avec nous l'année dernière. Question de Lemaire51. Pourquoi allons-nous vendre des joueurs qui sont responsables de la descente de l'équipe, notamment à des clubs de Division 1 Il serait plus acceptable qu'ils relèvent le niveau de l'équipe. Je considère que l'on est responsable de nos erreurs et que l'on est censé les réparer. C'est ce que dit Lemaire51. Ça peut s'entendre. Sûrement que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça doit se passer. En tout cas, c'est ma philosophie et mes valeurs. Mais dans le monde du foot, c'est un peu différent. En fait, pour être très transparent, il y a un certain nombre de joueurs que l'on va transférer parce que ça fait partie de la politique économique. Et puis, il y a un certain nombre de joueurs qui ne pourront pas rester dans un projet de Ligue 2. Et il vaut mieux avoir des joueurs qui sont concernés, surtout quand on a un objectif ambitieux. Donc, il y aura des modifications, mais il restera un certain nombre de joueurs au club, un nombre important. Et dans ce nombre important, des joueurs qui vont évidemment souhaiter partir, parce que ça, tous les joueurs veulent, quand ils ont connu la Ligue 1, ils ne veulent pas redescendre en Ligue 2, mais pour lequel le club aura une politique de fermeté. Et on a déjà commencé à échanger avec un certain nombre qui nous ont appelés, ou leurs agents nous ont appelés, et on leur a dit que la porte était fermée à double tour. Un peu comme ça nous était arrivé lors de la première rétrogradation. Je pense que ça va un peu dans le sens de la question. Quand on est descendu il y a maintenant 9 ans, Amari Traoré, par exemple, je lui ai dit à Marie, tu restes 1 an avec nous, et dans 1 an, si on n'est pas remonté, ok, on ouvrira la porte. C'est ce qui s'est passé, puisqu'il nous a fallu 2 ans pour remonter. Là, on est un peu dans ce schéma-là, avec un certain nombre de joueurs qui, effectivement, ne se voient pas vraiment au moment où on se parle en Ligue 2 avec nous, mais ils vont l'être. Question de Dominique à présent. Pourquoi notre équipe est-elle maintenant constituée très majoritairement
voire exclusivement de joueurs étrangers, notamment africains. Est-ce à penser que notre métropole est totalement dépourvue de joueurs de qualité, ou est-ce que pour une question de coût des joueurs ou pour une toute autre raison? Voilà, c'est la question de Dominique. Pourquoi ne pas recruter dans les championnats français ou autres? Cette question, elle est intéressante parce qu'à midi, j'ai mangé à la cantine du club et j'ai mangé avec un de nos éducateurs qui m'expliquait le travail de fond qu'ils font avec nos clubs partenaires et avec l'arrondissement et le travail qui est mis en place depuis des années pour qu'on trouve des pépites dans notre région. Ça répond partiellement à ça. Et je pense qu'il y a aussi un élément factuel, c'est que le Stade de Reims n'a jamais eu autant de jeunes joueurs dans les sélections nationales d'équipe de France. Ce qui veut donc dire que c'est un a priori de penser qu'on n'a que des étrangers dans notre équipe. Alors après, effectivement, quand on voit aujourd'hui comment est fait le marché, un club comme le Stade de Reims peut avoir des difficultés à acheter les meilleurs joueurs sur le marché français. Et donc, il y a des fois des opportunités à l'étranger qu'il faut savoir saisir. Mais notre volonté, et d'ailleurs, elle va répondre aux évolutions législatives qui vont se produire dans le football, c'est d'avoir énormément de jeunes qui sortent de notre centre de formation. Et il y a aussi une réalité, c'est que la direction technique nationale du football a montré que bien souvent, les jeunes qui réussissent le font quand ils sont à proximité de leur famille. Donc on travaille dans cet axe-là. C'est vrai que par le passé, pour gagner du temps, on a fait pas mal de recrutements à l'étranger, mais on est quand même un peu plus orienté pour faire sortir et éclore des joueurs de notre centre de formation. C'est aussi l'objectif, si on a investi autant d'argent dans ce magnifique centre de formation, reconnu en France comme étant l'un des meilleurs, c'est bien effectivement pour que ça soit une pépinière. Question d'Olivier qui souhaite parler un petit peu du recrutement. Je vous lis sa question et sa remarque. Peut-on savoir plus sur le circuit de recrutement d'un joueur? Si je demande ça, c'est parce qu'auparavant, le Stade de Reims était doté de recruteurs qui scoutaient les joueurs pour connaître leur profil. Le président, a d'ailleurs exprimé ses regrets dans son livre sur la façon de recruter qu'avait le Stade fut une époque et qui consistait à s'entourer d'agents. Peut-on expliquer à Olivier pourquoi la plupart des joueurs recrutés récemment au club partagent les mêmes agents? Ne saurions-nous pas retomber dans nos travers? C'est ce que dit Olivier. Alors il faudrait que je relise le passage auquel il fait allusion parce que je ne le comprends pas trop bien. Actuellement, on n'a jamais autant scouté de matchs. On regarde des milliers de matchs, soit en présentiel, soit en visio. Il y a quand même des moyens aujourd'hui qui permettent de ne pas traverser la planète pour aller voir un match de foot. Déjà, c'est éco-responsable, et en plus, ça fait gagner du temps. Donc aujourd'hui, on a un travail et on a des scouts et on a des équipes organisées pour essayer de détecter des pépites un peu partout. Quant à la deuxième partie de son intervention sur les agents, alors là, c'est totalement infondé. Au contraire, quand moi je suis arrivé, que j'étais tout seul et qu'il n'y avait quand même pas grand-chose, y compris pas de cellule de recrutement, on travaillait avec 4-5 agents français. Aujourd'hui, ne serait-ce que par les réseaux de recrutement, Afrique, Japon, Allemagne, Danemark, on a des agents différents. Et au moment où on se parle, je ne vois pas dans l'équipe première un agent qui aurait plus de 2 joueurs, par exemple. Donc ça, c'est totalement infondé, on ne s'appuie pas sur un circuit d'agents, on est ouvert à tout le monde. Il y a une chose qui est certaine, et je l'avais évoqué il y a déjà quelques temps, c'est qu'il y a eu un travail de fond énorme fait par Mathieu Lacour, Polo et leurs équipes pour évangéliser notre projet, le présenter aux plus grandes centrales d'agents. Et c'est comme ça que des joueurs qui sont dans des pays et qui peuvent être sollicités par des clubs, je pense au Bayern de Munich, à Manchester City, à un moment, les agents considèrent que c'est mieux de l'envoyer au Stade de Reims parce qu'il y aura la possibilité de le faire grandir, qu'on est organisé pour développer aujourd'hui et que, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on est vraiment le club tremplin. Et on l'a eu sur un certain nombre de joueurs. Bojang, par exemple, qui est le meilleur joueur identifié de son pays. Et ben, quand il est venu chez nous avec des agents allemands, il était sollicité par des clubs beaucoup plus huppés que nous. Mais ces agents ont considéré que le Stade de Reims, c'était un bon passage pour lui.
Dernière question sur la politique sportive et sur la stratégie, une question de Fred. Pourquoi ne pas faire appel à d'anciens joueurs attachés au maillot rouge et blanc pour aider le club? Leur expérience et leur attachement au club pourraient être précieux dans cette période. Qu'en pensez-vous ça, Président? Oui, mais on n'a pas d'a priori sur ce genre de situation. Là, tout de suite, je pense par exemple à Anthony Weber, qui a entamé une reconversion au club, qui s'est occupé brillamment dès 19 ans, qui cette année s'est occupé de la Pro 2. Il y a un certain nombre d'anciens joueurs qui peuvent rester. Alors après, le football a évolué. Ça se passait beaucoup à l'époque quand les joueurs, quand ils finissaient leur carrière, restaient local. Aujourd'hui, les joueurs, ils ne font pas leur carrière dans un club, ils passent dans le club. Beaucoup d'ailleurs, quand ils viennent nous revoir, nous disent toujours des mots très chaleureux sur leur passage au Stade de Reims, mais ils ne sont plus dans la région et ils ont fait leur vie ailleurs. Donc il n'y a pas non plus de pléthore de possibilités de joueurs, d'anciens joueurs pour rejoindre. Et puis après, être ancien joueur, c'est un gage d'avoir porté les valeurs du club. Mais il y a aussi un phénomène compétence qui se passe dans ce système-là. Donc les choses, encore une fois, il n'y a pas d'a priori, la porte est ouverte. Par exemple, et il ne le sait même pas, Danilson da Cruz, qui m'a vraiment marqué en tant que capitaine, en tant qu'homme, en tant qu'individu, c'est une personne que j'ai observée, qui n'avait pas les diplômes pour venir ici, mais sinon il aurait très bien pu être parmi les éducateurs du Stade de Reims. Peut-être que maintenant qu'il est en train de les passer, et même si aujourd'hui il bénéficie d'un tremplin en se retrouvant adjoint en Ligue 1, mais Danilson, ça fait typiquement partie des garçons qui auraient pu rejoindre la Galaxy Stade de Reims. Nous allons passer à un nouveau chapitre dans cette vidéo, Président. La partie staff. Nous avons reçu beaucoup de questions concernant ce sujet. Une question de Nico. Bonjour. Pourquoi forcer Samba à ce poste qu'il ne voulait pas de base et pourquoi sa démission a été refusée? Tout le public voit qu'il est meilleur adjoint que numéro 1 à part vous. Quelle sera la composition du staff technique la saison prochaine? Oui, j'avoue que c'est une question qui nous a taraudés. Bon, on était encore dans l'image où Samba, qui est je l'ai évoqué un certain nombre de fois, un grand serviteur du club qui correspond tout à fait aux garçons qui ont les valeurs qu'on veut dans la durée dans ce club. Samba avait remplacé Will avec un grand succès, puisqu'il avait permis au club l'année dernière d'atteindre son objectif et de finir 9e. Donc on s'est dit qu'il avait les qualités, et je pense qu'il les a d'ailleurs, et que son côté réservé faisait qu'il n'avait peut-être pas envie de revendiquer le poste. Et c'est vrai qu'on lui a demandé, en tant que serviteur de l'institution, de prendre cette position. Il a eu du mal à rentrer dans le costume, il l'a dit lui-même, ça nous a sûrement desservi d'ailleurs, avant d'ailleurs qu'il fasse une introspection et qu'il se dise finalement, peut-être que mon heure est venue. C'est marrant parce que dans le foot, j'ai croisé pendant des années des adjoints qui ne rêvaient que de mettre une peau de banane au numéro 1 pour prendre sa place. Par décence, je ne citerai pas les noms, mais nos fidèles supporters vont vite reconnaître les gens auxquels je fais allusion. Mais lui, c'était tout le contraire. Lui, il ne voulait vraiment pas se mettre en avant. En fait, c'est ça, c'était plutôt sa position vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'au niveau du staff, il n'y avait pas de doute sur sa façon de fonctionner avec les joueurs. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, on lui a laissé la possibilité de réfléchir. Nous, on avait notre idée, qui est celle d'ailleurs que lui a retenue. Et de lui-même, il a souhaité reprendre un rôle d'adjoint, ce qui sera l'année prochaine. Parce qu'encore une fois, il a des qualités qui sont parfois rares dans le football, des qualités humaines et des qualités sportives. Et donc, il accompagnera le nouveau staff qui va être annoncé prochainement. Question de Botox à présent, vu la fragilité physique d'un grand nombre de joueurs cette saison, la qualité du staff technique, préparateur physique, kinésithérapeutes, médecins, etc., est-elle remise en cause? Va-t-il y avoir des changements à ce niveau, Président? Après, je n'ai pas en tête des blessures récurrentes et comme on a pu avoir à une autre période où il y avait 7-8 joueurs qui avaient le même type de blessure. Là, on a eu affaire à des croisés, à une rotule cassée, des choses qui se produisent sur un terrain, quand les terrains sont un peu gras. Donc, je n'ai pas cette vision. Alors après, pour répondre très clairement par rapport au staff, on va en profiter, en faire une annonce, puisque notre médecin, qui avait été une
un poste difficile à recruter l'été dernier, nous a fait part de sollicitations qu'il avait de la part d'un club de Ligue 1. Donc le Stade de Reims est à la recherche d'un médecin compétent, sportif, pour travailler avec nous. Pour le reste, il y aura des modifications à la marge, comme ça existe traditionnellement. Il y a toujours des ajustements, mais fondamentalement, que ce soit les kinés, que ce soit l'ensemble des participants à la cellule médicale, ils seront avec nous l'année prochaine. Une question à présent sur les joueurs, l'effectif, une question de mail. Fidèle supportrice du stade à domicile, nous avions l'impression que l'entente de l'équipe était très divisée. Comment expliquez-vous cela? Il n'y avait plus d'envie sur le terrain. Pourquoi? Alors, l'entente de l'équipe, c'est pas là qu'était le problème. Je pense que quand, par exemple, il y a eu des accrochages sur le terrain, comme ça s'est produit plusieurs fois, c'était plus de la frustration qu'autre chose. Non, probablement que dans les éléments qui nous ont fait défaut cette année, il y avait peut-être la carence de leader pour emmener le groupe. C'est peut-être ça qui a donné cette impression. Après, la fébrilité, elle vient avec les mauvais résultats. Donc, je ne suis pas sûr que c'était un problème d'entente. Bien au contraire, moi, je suis pratiquement tous les jours au club. Je vois comment ça vit dans le vestiaire. Et il n'y a pas eu, même comme on a pu l'avoir dans d'autres temps, des clans dans le vestiaire. Au contraire, peut-être que ce vestiaire était trop sage. Alors, j'ai conscience que ça a pu donner cette impression aux supporters, parce que ceux que j'ai croisés m'en ont parlé. Et pourtant, moi, j'étais aux causeries, j'étais dans le vestiaire avant de rentrer. Je veux dire que l'envie, elle était là. Je pense que c'est plus la fébrilité qui a donné ce sentiment. Mais il y avait vraiment une envie très, très forte de réussir, de ne pas rater le début de match. Et on a vu qu'un certain nombre de débuts de match se sont mal passés. Voilà, il y a ce qu'on se dit. Peut-être que c'est une surpression. Je pense que pour performer dans le football, il faut gérer la pression. Peut-être que là, la pression a été mal gérée par un certain nombre de joueurs. Mais il y a toujours eu de l'envie, il y a toujours eu l'envie de gagner. Ça, je suis formel sur ce point-là. Président, on va parler d'un joueur en particulier. C'est Hervé, notre supporter, qui va vous poser la question. Pourquoi M. Caillot a-t-il permis à M. Thomas, capitaine du Stade de Reims, de partir en vacances à la veille des barrages? A-t-on déjà vu un chef d'entreprise accorder un congé à l'un de ses employés simplement parce que ses opinions dérangent? Comment une telle décision a-t-elle pu être prise sans anticiper ses conséquences sur le reste de l'équipe? Oui, on peut toujours refaire l'histoire. Dans le cas de Teddy, le problème qui s'est posé, c'est que Teddy a été blessé en préparation, a eu beaucoup de mal à revenir et il était très frustré à titre personnel, je peux le dire parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui, de ne pas pouvoir rendre ce que nous lui avait donné, de ne pas pouvoir rendre à l'équipe. Donc il s'en est, et il me l'a reconnu lui-même, il a reconnu qu'il n'avait peut-être pas pris les bonnes attitudes. En fait, à un moment, c'est du sportif. Tout le monde observe tout le monde. Et il a eu des positions dans les entraînements un peu négatives. Mais encore une fois, ce n'est pas un mauvais garçon. C'est juste parce qu'il était frustré de ne pas arriver à performer au niveau où le Stade de Reims l'attendait. Et donc, à partir du moment où tu as quelqu'un qui n'est plus dans l'histoire, ça ne sert à rien de le conserver. Et le garder alors qu'il ne jouerait pas les matchs qui arrivaient, j'ai considéré que c'était pas positif ni pour lui ni pour nous. C'est une décision de chef d'entreprise justement de considérer que quand un joueur n'est plus dans l'histoire, il faut qu'il aille souffler. Je pense que là, il a pris un peu de congé avant d'aller avec sa sélection et que on verra dans les semaines qui viennent dans quel état d'esprit il est. Nouvelle question de Botox sur le thème des joueurs et de l'effectif. On a pu lire que Mohamed Daramy était apte depuis début avril, mais non utilisé pour ne pas avoir à payer son salaire et faire des économies de bout de ficelle, c'est ce que dit Botox. Quelle est la vérité? Voilà typiquement le genre de rumeur que je n'avais pas encore entendu, mais qui je vois très bien qui peut être diffusée et qui est archi fausse. Archi fausse parce que, déjà, premier point, s'il avait été apte, comme Reda Kadra, comme Fofana, on ne serait pas privé de le mettre dans les matchs importants et clés qui nous attendaient. Donc c'est absolument pas fondé. C'est tellement pas fondé qu'il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, il s'est fait retirer la plaque
qu'il avait au niveau de la rotule pour continuer justement à se soigner. Et au moment où on se parle, il n'est toujours pas apte à jouer, il est toujours en phase de réathlétisation. Donc non, évidemment qu'on n'a pas du tout joué sur ce critère. Et même si en l'occurrence, Mo étant notre plus gros transfert et probablement un de nos plus gros salaires, ça n'aurait pas été des économies de bout de chandelle. Mais pour le coup, je te le dis clairement, s'il avait été apte, bien sûr qu'on l'aurait payé et qu'on aurait été ravis qu'il nous fasse prendre le point qui nous manque. Merci pour votre réponse, Président. À présent, une question de Théo sur l'académie. Le Stade de Reims a toujours mis en avant sa politique de formation où des talents comme Hugo Ekitike ou encore Rémi Houdin ces dernières années. Pensez-vous que les jeunes du centre de formation seront les piliers de la reconstruction de l'équipe pour viser une remontée immédiate en Ligue 1 ? Et comment comptez-vous concilier l'intégration de ces joueurs avec un recrutement ambitieux et compétitif? Ça correspond tout à fait au projet du club. Si il y a quelques années en arrière, on a été les premiers à créer ce qu'on a appelé un groupe Pro 2, qui depuis a été copié dans un certain nombre de clubs, c'est justement pour préparer nos jeunes joueurs de la formation à intégrer le plus vite possible l'équipe première, qu'il n'y ait pas un gap trop élevé pour passer d'une division à l'autre. Donc évidemment qu'on s'appuie sur la formation. C'est l'ADN du Stade de Reims de s'appliquer sur la formation. Et actuellement, on a déjà beaucoup de jeunes joueurs qui s'entraînent avec l'équipe première. Donc on va effectivement promouvoir un certain nombre de ces joueurs, mais beaucoup ont déjà été entrevus d'ailleurs à la fin de l'année dernière. Et Président, comment comptez-vous concilier justement l'intégration de ces joueurs avec un recrutement ambitieux et compétitif ? Dans le recrutement, on va surtout aller chercher des joueurs d'expérience et de la division, comme je le disais précédemment. Et donc, je pense que ce seront un peu les papas pour ces jeunes joueurs qui vont être intégrés. Même si, encore une fois, j'ai dit juste avant, beaucoup sont déjà dans le moule équipe première. Une question à présent sur la section féminine, une question de Jeff qui nous dit bonjour, courage à tous. Mais que comptez-vous faire de la section féminine ? Quel avenir a-t-elle ? Allez-vous continuer à la soutenir et à essayer un retour en Première Ligue ou essayer de la vendre ou bien la mettre entre parenthèses ? Merci. La section féminine au Stade de Reims, ça correspond à l'histoire du Stade de Reims. Par rapport à ce que les pionnières avaient fait, je m'étais engagé vis-à-vis d'elles que quand le club aurait atteint un certain niveau de structuration, on recréerait une équipe féminine. On fait de créer une équipe féminine, on a créé une section féminine. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'évolution du football féminin en France n'est pas du tout à la hauteur de ce que les dirigeants veulent bien en dire au niveau national. C'est très compliqué de faire vivre une équipe. Il n'y a en l'occurrence pas de transfert et on s'aperçoit que tous les ans, nos meilleures joueuses sont happées de plus en plus à l'étranger d'ailleurs. Alors c'est une fierté de les avoir découvertes et de les avoir mis en évidence, mais d'un autre côté, quand elles partent, elles passent à autre chose. Et pour la section féminine, le système économique n'est pas viable. C'est pour cette raison que, comme la plupart des clubs en France, on a regardé s'il pouvait y avoir un investisseur intéressé, parce que c'est une activité qui perd beaucoup d'argent, qui perd de l'argent. Et on n'a pas trouvé, on aurait pu, mais on n'a pas trouvé la personne qui pouvait correspondre à ce qu'on souhaitait. Et aujourd'hui, évidemment qu'on va garder la section féminine, mais on va encore plus s'appuyer sur nos jeunes et notamment sur des jeunes filles de la région. Ce qui, pour moi, dans mon esprit, quand j'ai créé l'équipe féminine, la section féminine, c'était l'idée. Et quand on a fait ça avec Flo Ghisolfi au départ, on était vraiment dans ce schéma-là. Et puis on a été un peu... on a suivi la mouvance, parce qu'encore une fois, il y a eu une grosse opération de la Fédération française de football, que ce soit par le président Le Graët, puis ensuite Jean-Michel Aulas qui a créé la Ligue féminine, mais on s'aperçoit que c'est quand même compliqué de le faire décoller. Donc on va garder la section féminine, mais on va plutôt jouer avec des jeunes de notre région. Et ça, j'en suis assez fier aussi.
Président, nous allons maintenant passer à un sujet, à un nouveau chapitre important, la direction et la gouvernance du Stade de Reims, une question de Dorian. Monsieur Caillot, est-on toujours en avance sur votre tableau de marche avec la descente en Ligue 2 ? Car au vu de votre gestion du club avec Mathieu Lacour, on dirait bien que c'était votre but, la descente en Ligue 2, et ce sans parler des déclarations absolument honteuse de Mathieu Lacour pour qui, soi-disant, ce ne serait pas un drame d'être relégué et qui ne comprend pas la colère des supporters. Monsieur Lacour, si vous ne comprenez pas la colère des supporters, pourquoi ne pas partir tout simplement ? Plus largement, beaucoup de questions à ce sujet. Allez-vous vous séparer de Mathieu Lacour ? Il y a beaucoup de choses dans cette question. Enfin, il y a beaucoup de points qui sont abordés. Le premier, notre projet de développer le club, il est toujours évidemment en place et il ne sera pas remis en question par le changement de division. Le deuxième, ce qu'a voulu dire Mathieu Lacour et ce que je dis aussi, et c'est une chance pour le club, le fait d'être relégué ne tue pas le club. On a trop d'exemples, y compris dans notre région, de clubs qui, en étant rétrogradés, sont morts. Et ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'aller en Ligue 2 ne tuerait pas notre club, freinerait notre projet, mais ne l'arrêterait pas. C'est ça qu'il a voulu dire. Que les supporters soient rassurés, on n'a jamais eu la volonté d'aller en Ligue 2, bien au contraire. Et nous, notre volonté, c'est continuer à faire grandir ce club comme on le fait depuis 20 ans. Quant à la question encore plus précise sur l'avenir de Mathieu Lacour, là aussi, dans ces périodes compliquées, il est facile de remettre les hommes en question. Il y a une décennie en arrière, son prédécesseur était fortement remis en question, à tel point qu'un jour il a eu une opportunité, il est parti au Paris Saint-Germain et on voit le cursus qu'il a depuis. Je le dis même si certains ne comprendront pas mes propos, c'est une chance pour le Stade de Reims d'avoir un directeur général comme Mathieu Lacour. Et quand on est directeur général, on est celui qui doit prendre les décisions. Et évidemment, on est celui qui est le plus exposé. Donc, Mathieu Lacour, aujourd'hui, je vois son travail jour et nuit pour développer ce club. Il n'est évidemment pas du tout question de me séparer de Mathieu Lacour. Nouvelle question à présent de Alexandre. Est-ce normal que les dirigeants du club puissent s'enrichir personnellement sur les ventes de joueurs alors que ce système crée un conflit d'intérêts évident avec les ambitions sportives du club ? Moi, je le dis les yeux dans les yeux, je suis bénévole dans ce club depuis le départ. Je n'ai jamais pris un euro au Stade de Reims, que ce soit en rémunération ou sous d'autres formes. Et donc tout l'argent, ce n'est pas un conflit d'intérêts, tout l'argent qui est sorti des transferts, elle a permis à développer le projet, aux investissements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 20 ans, on n'avait même pas un terrain d'entraînement. Et à faire venir des joueurs qu'on n'aurait pas pu recruter il y a encore 6 ou 7 ans en arrière. Donc il n'y a absolument pas d'enrichissement personnel. Bien au contraire, cette année, je ne sais pas, peut-être il y a une question là-dessus, mais la DNCG nous a envoyé un courrier 48 heures avant qu'on passe en nous disant de prendre la même base de droits télé. Donc on a fait nos budgets avec des droits télé. À l'arrivée, la somme, elle n'a pas été du tout où elle était. Et c'est moi, à titre personnel, qui ai mis l'argent de ma famille pour qu'on puisse rémunérer et faire que le club continue à fonctionner. Et que répondez-vous sur le conflit d'intérêts ? Le seul intérêt, c'est l'intérêt général. Tous les transferts et toutes les décisions économiques qui sont prises dans le club sont validées par moi et par moi seul. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts, que ce soit sur un transfert ou sur quoi que ce soit. Nouvelle question, président de Eric. Dans l'intérêt du club, ne serait-il pas préférable d'engager un véritable directeur sportif plutôt que de donner la priorité à une préférence familiale dont les compétences ne sautent pas aux yeux ? Ce sont les mots d'Eric. Ouais, bon, là aussi, c'est le contexte qui justifie de tels propos. Il n'y a encore pas si longtemps, j'entendais tout le contraire. Moi, je rappelle seulement que Paul-Édouard Caillot est quelqu'un qui a, sur un match de National 2, découvert un Boulaïdia. Que si
des Rajkovic, des Faez, des Dizazi, des Nakamura, des Atangana, et la liste est longue de joueurs, dont certains d'ailleurs on nous reproche aujourd'hui de les avoir transférés. Mais si tous ces joueurs sont au Stade de Reims, c'est par son travail. Et aujourd'hui, les gens l'entendront comme ils auront envie de l'entendre, mais Paul-Édouard Caillot, il est reconnu dans le monde du football par les principaux dirigeants, par les principaux directeurs sportifs. Si l'année dernière, on a eu un prêt du Paris Saint-Germain qui a été ce qu'il a été, c'est grâce aux excellentes relations que Paul-Édouard a avec M. Campos. Donc, je trouve que c'est faire un procès qui est difficile. Alors, effectivement, quand ça marche, on n'y prête pas trop attention et après, on devient fils d'eux. Moi, c'était quand Paul-Édouard a décidé et m'a expliqué qu'il voulait en faire son métier, c'était un frein pour moi, parce que je l'avais vécu avec d'autres, dans d'autres situations, où effectivement on leur faisait le procès d'être fils d'eux. On est toujours le fils de quelqu'un. Mais sincèrement, et même si on pourra penser que je n'ai pas l'objectivité parce que je suis le père, si Paul-Édouard est à cette fonction, c'est parce qu'il en a toutes les compétences. Et je pense que, encore une fois, les faits parlent pour lui. Si on a découvert un certain nombre de joueurs, si on les a valorisés, s'ils ont permis au club d'obtenir des résultats, pour la plupart, c'est quand même lui qui a été les découvrir. Parce que pour le coup, quand moi je m'occupais du recrutement, je connaissais, c'était un vivier assez local et régional. Là, la plupart des joueurs, d'ailleurs la première année où ils ont fait le recrutement, les supporters avaient peur en disant « mais oh là là, mais où vous êtes allés nous les chercher », etc. Puis quand ils ont vu la qualité des joueurs sur le terrain, à l'époque, on ne me disait pas ce qu'on est en train de dire. Tout le monde me disait « bravo, bravo, c'est vraiment un bon ». Une question qui vous concerne à présent, Président, une question d'Alexandre. Après tant d'années à la tête du club, ne pensez-vous pas qu'il est temps de passer le relais ? La direction actuelle a sans doute stabilisé le club, mais elle semble aujourd'hui freiner son ambition sportive. Outre les conflits d'intérêts, les ventes permanentes et la déconnexion avec les supporters, comment pouvez-vous encore prétendre incarner l'avenir du Stade de Reims ? Elles sont dures les questions. Déjà, j'ai une motivation tous les matins quand je me lève. C'est tout ce staff qui est autour de moi, tous ces jeunes, parce qu'en fait, effectivement, moi, je suis peut-être le dinosaure, je vais encore bien l'entendre, même si à 64 ans, on n'est quand même pas complètement rincé. Mais autour de moi, j'ai des équipes jeunes qu'on a recrutées au fil des années, qui se battent. J'en ai vu beaucoup pleurer le soir de la descente, ce qui prouve qu'ils aiment ce club. On est dans le football business où les gens passent, vont d'un club à un autre. D'ailleurs, je rebondis tout à l'heure sur la question précédente du directeur sportif. Aujourd'hui, regardez un peu comment les directeurs sportifs passent d'un club à l'autre. Nous, on a la chance avec Paul-Édouard que justement, il est non seulement un directeur sportif, mais il est surtout le directeur sportif du Stade de Reims, et que c'est son club et son cœur. Je ne pense pas du tout que je sois à l'aboutissement de notre projet, et je pense que nous avons encore un bel avenir et j'ai bien l'intention de continuer à diriger ce club avec mes jeunes. Question, Président Caillot, de Riquet. Pourquoi avez-vous refusé de vendre le club à la famille Arnaud il y a quelques mois ? Plus largement, beaucoup de questions à ce sujet. Des investisseurs sont-ils recherchés pour le Stade de Reims ? Des négociations sont-elles en cours ? Après, vous avez plus ou moins répondu à la question juste avant. Non, parce que je pourrais diriger le club et puis avoir d'autres actionnaires à l'intérieur du club. Ça n'a rien à voir, l'aspect capitalistique et l'aspect direction. Bon, déjà, je vais répondre à nouveau à la question concernant la famille Arnaud. Une fois de plus, j'ai dit que je disais la vérité, toute la vérité. Je n'ai jamais été, ni de près, ni de loin, approché par la famille Arnaud. Si tel avait été le cas, je pense qu'on serait posé et qu'on aurait réfléchi, parce que ce sont des gens très respectables. Bon, je pense que le fait qu'ils vivent plus à Paris qu'à Reims, d'ailleurs, est peut-être aussi une des raisons qui fassent qu'ils se sont rapprochés plus du Paris FC. Mais nous, on n'a jamais été sollicités, donc on n'a pas refusé leur venue, puisque ça n'a pas été d'actualité.
De la même façon, on n'a pas été approché, on n'a jamais été approché ces dernières années, que ça soit par un milliardaire d'Arabie Saoudite, de où on veut. Personne n'est venu nous solliciter avec un projet digne de ce nom. Et notre volonté, c'est de garder le plus longtemps possible notre indépendance. Ce qui ne veut pas dire que peut-être qu'un jour, on ouvrira une partie de notre capital, mais ce n'est absolument pas d'actualité. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseurs extérieurs qui sont recherchés. Parce que là aussi, c'est un grand fantasme qu'on voit dans les journaux, machin. Il y a toujours beaucoup de gens qui sollicitent, mais quand il faut sortir le carnet de chèques, il y a beaucoup moins de monde à l'arrivée. Donc aujourd'hui, chose est certaine, si un jour ça devait arriver, et ce n'est pas d'actualité, on regarderait bien les gens avec lesquels on pourrait faire ça. Parce qu'il y a aussi des exemples en France de clubs qui sont passés avec certains investisseurs, et je pense qu'aujourd'hui, les supporters de ces clubs-là, ils s'en mordent bien les doigts. Encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut, mais avoir un actionnariat régional, local, ça peut être aussi une qualité. Il y a un certain nombre, crois-moi, quand je croise les Rémois, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le train, que ce soit ailleurs, il y en a beaucoup qui sont conscients que c'est une chance pour notre club d'avoir l'actionnariat qu'il a aujourd'hui. Et président, vous avez racheté une grande majorité des actions du club. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des actionnaires historiques du club étaient liés par un pacte d'actionnaires que lors d'une assemblée générale, il y a maintenant 2 ans, on a expliqué l'évolution qui se produisait dans le football et les clubs et les besoins de trésorerie qui étaient nécessaires. Et donc, j'ai considéré qu'il était peut-être intéressant de faire une augmentation de capital. Suite à cette assemblée générale, un certain nombre d'actionnaires n'ont pas souhaité qu'on procède à une augmentation de capital par crainte d'être dilués ou tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas la volonté ou aussi parce que c'était plutôt des sleeping partners, c'est-à-dire des partenaires historiques mais qui n'intervenaient absolument pas dans le quotidien du club et qui pensaient que le moment était venu de passer à autre chose. Il y a donc eu pas mal de discussions et on s'est orienté vers 2 possibilités. La première, que tous les actionnaires vendent et qu'on mette le club sur le marché. Et la deuxième, c'était de me laisser la possibilité, et même si ça ne s'est pas fait dans des conditions économiques très agréables pour moi, la possibilité que je puisse racheter l'ensemble des actions. C'est cette position qui a été retenue. Je les remercie d'avoir pris cette position. Et donc aujourd'hui, effectivement, le club est à 96% entre les mains de notre famille. Une dernière question sur ce chapitre de la direction et de la gouvernance, une question de Loïc. Bonjour. Pourquoi cette mis à dos tout le football français et continuer à le faire avec les déclarations soutenant M. Labrune, M. Nasser et M. Nicolin, entre parenthèses, les fossoyeurs du football français? Bon, déjà, sur les 3 que tu cites, Nasser, je pense que dernièrement, il a quand même un peu redoré sa popularité. Lui aussi, il a été beaucoup critiqué par sa communauté, mais je pense qu'il savait exactement où il voulait aller et il a ramené une Ligue des Champions et de quelle manière à notre pays. C'est magnifique, y compris pour l'indice UEFA. Pour les autres personnes, je pense que concernant Vincent Labrune, on le voit aujourd'hui avec Nicolas de Taverneau qui a pris les choses en main pour la vente des droits télé. Quand il n'y a pas d'acheteur, c'est difficile d'en trouver un. Labrune, il a hérité d'une situation qui était notamment l'échec de Mediapro. L'échec de Mediapro dans lequel il n'était absolument pas, il n'était pas aux affaires, ni moi, à cette époque-là. Sauf qu'il a fallu gérer les lendemains avec des gens qui ne se précipitaient pas pour acheter les droits. Donc certes, il a probablement commis une grosse erreur de communication le jour où il a annoncé le milliard, mais c'est un peu son côté toujours à vouloir en jouer les choses. Et puis si vous dites à quelqu'un que vous voulez vendre mais pas cher, vous n'allez pas obtenir votre prix. Il a été très ambitieux, il s'est trompé, même si jusqu'au bout il a pensé qu'il avait l'acheteur dans ces eaux-là, ça ne s'est pas fait. Je suis un mec atypique dans le monde du foot parce que, et je m'en aperçois encore plus en ce moment, quand tout va bien, voilà. Mais
moi j'ai pris la présidence du collège de Ligue 1 parce qu'on m'a demandé de le faire. J'ai défendu des dossiers pour lesquels mes collègues m'envoyaient au feu. Ça m'a valu des inimitiés. Par exemple, j'ai critiqué le système qui est mis en place à Lyon et je me suis pris toute la communauté lyonnaise sur le dos. Mais c'est pas moi Jean-Pierre Caillot. Moi, j'ai rien contre Textor, j'ai rien contre l'Olympique Lyonnais. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ce club. Mais j'ai juste défendu des choses qui étaient considérées par l'ensemble de mes collègues comme anormales et il fallait faire changer les lignes. D'ailleurs, les lignes dans les règlements, je pense qu'elles seront amenées à évoluer parce que le football change, parce qu'aujourd'hui, il y a des galaxies de clubs, on voit bien. Dans le cas que je suis en train de citer, recrutement interdit et malgré ça, un joueur passe par la Belgique et il est acheté par un club, prêté ensuite. Enfin, il s'est passé un certain nombre de choses. Je ne dis pas que c'est de l'illégalité. Je dis que les textes actuels permettent de faire des choses qui ne sont pas dans l'esprit. Donc partant de là, on se met les gens à dos. Donc effectivement, je me suis battu. J'ai encore fait un conseil d'administration il y a 15 jours où des choses étaient demandées. Alors il y a des présidents qui sont là, peu réagissent et à la fin, me disent « Ah oui, bah, t'as raison, il fallait absolument faire ça. » Mais si je ne suis pas là pour le dire, je ne suis pas sûr que ça soit dit. Et quand on dit les choses, eh ben, on ne se fait pas que des amis. Donc voilà, c'est ma particularité. Et puis accessoirement, je suis fidèle en amitié. Laurent Nicolin, il a commencé dans le foot en même temps que moi. J'avais beaucoup de respect pour sa famille. J'ai connu son père dans le football entreprise, qui était une expérience précédente. Voilà, c'est mes amis et je défendrai toujours mes amis. Nouveau Et chapitre. je ne considère pas d'ailleurs que ce soit les fossoyeurs du foot. Le foot n'a pas eu besoin d'eux pour être là où il est aujourd'hui. Merci Président. Nous allons passer à un nouveau chapitre de cette vidéo concernant les finances et le budget. Une question de Arnaud qui nous dit « Bonjour, pensez-vous être repêché en Ligue 1 grâce à la décision de la DNCG? Merci d'avance. » J'y crois pas beaucoup. J'y crois même pas du tout. Je veux dire, il y a 9 ans en arrière, on a exposé le problème d'un de nos concurrents qui était Bastia. On a même fait un procès à la fédération, à la Ligue, qu'on a gagné, puis perdu en appel. Mais en tout cas, on a laissé beaucoup d'énergie dans cette histoire parce qu'on pensait réellement être dans notre droit. Je pense que les faits nous ont donné raison, puisqu'un an après, tout le monde reconnaissait ce qu'il en était. Je pense d'ailleurs que c'est une affaire qui est encore devant la justice. Et donc cette année, je pense qu'il faut considérer que les choses sont ce qu'elles sont et pas imaginer que la DNCG fera descendre l'Olympique Lyonnais ou d'autres clubs comme j'ai pu le lire ou l'entendre ailleurs. Aujourd'hui, on est dans le schéma Ligue 2, on se concentre sur notre schéma et on va aller en Ligue 1, pas parce qu'on sera repêché, mais parce qu'on va y remonter. Une question de Sébastien à présent. Pourquoi le club qui, d'après vous, fonctionne bien économiquement, a eu besoin de vendre Azor Matuziwa et Emmanuel Agbadou pour sa survie? Est-ce que cela n'est pas signe d'un problème économique? On ne les a pas vendus du tout pour des raisons de survie, comme c'est sous-entendu. C'est simplement, et là aussi j'ai déjà un certain nombre de fois expliqué ma réponse, le club est un club de transition pour un certain nombre de joueurs, un tremplin. Et quand ces joueurs ont joué un certain nombre d'années au club, il est dans notre accord de départ avec eux et avec leurs agents de leur laisser la possibilité d'aller ailleurs, dans les conditions qui conviennent au Stade de Reims. Le cas de Azor et celui d'Agbadou sont similaires, c'est-à-dire que quand est arrivé l'été, on a recruté leurs remplaçants et on a regardé les offres du marché. Elles ne nous ont pas convenu. Donc il a fallu remettre ces joueurs dans l'histoire, ce qui n'est pas simple, et leur laisser la possibilité, si une offre arrivait en hiver, de pouvoir l'accepter. C'est exactement ce qui s'est produit. On nous en veut parce que Matuziwa est sorti en janvier, on nous en veut parce que Agbadou est parti en janvier, mais en fait ils auraient dû partir 6 mois avant. Et l'offre attendue n'était pas là, elle a été là à ce moment-là. C'est tellement vrai ce que je suis en train de dire que par exemple Matuziwa, le montage qui a été fait avec Rennes était une vente à 0, avec prise en compte sur l'exercice suivant. On aurait voulu faire la même chose d'ailleurs avec Wolverhampton qui ne l'a pas accepté, donc on a été obligé d'enregistrer les ventes cette année. Mais ce n'est pas une histoire de survie. C'est juste qu'à un moment, on ne peut pas refuser à un joueur
d'aller vivre son rêve. De la même façon, je pense que les suiveurs du Stade de Reims ont lu un article de presse nationale sur une interview qu'a fait Marshall Monetsi, qui était avec nous depuis des années, qui avait toujours été un très bon soldat. C'est tellement vrai qu'il dit dans cette interview qu'il me considère comme son père. Quand il vous envoie un message et que pendant toute la nuit, vous êtes en discussion avec lui, que vous ne souhaitez pas qu'il quitte le club, que lui vous rappelle tout ce qu'il a fait au club et que son rêve, notamment de par ses origines zimbabwéennes, c'est de jouer en première ligue, ben vous ne pouvez pas. Il y a un moment, alors peut-être que dans le foot, tout le monde ne respecte pas sa parole, mais ce n'est pas le cas du Stade de Reims. On a la réputation de faire ce qu'on dit. Et à partir du moment où vous avez l'offre qui économiquement convient au club, vous ne pouvez pas les empêcher d'aller vivre leur projet ailleurs. Ça fait partie des règles qui sont établies dès le départ de l'histoire. Ce n'est pas du tout des ventes pour survivre, ça fait partie juste du schéma économique du club. Qui dit vente dit argent, il y a une question de juste temps. Où sont passés les sous de toutes nos ventes ? Je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas dans ma poche, c'est déjà une certitude. Mais déjà, il faut expliquer à tous les supporters que quand on fait une vente, les chiffres qui sortent dans la presse ne sont pas toujours les chiffres réels, que la vente nette n'est pas toujours le chiffre qui a été annoncé, parce qu'il y a des commissions, il y a des choses qui viennent se greffer. Et ensuite, que cet argent, il rentre aujourd'hui, dans le meilleur des cas, sur 3 à 4 ans, et parfois sur 5 ans. Quand on vend Hugo au Paris Saint-Germain, par exemple, pour être très transparent, il est vendu sur 5 années. Donc cet argent, il n'est pas tout de suite disponible en termes de trésorerie. Par contre, il est tout de suite réalisé en termes de vente et en termes de chiffre d'affaires. Donc vous payez de l'impôt sur de l'argent que vous n'avez pas encore touché. C'est un peu le côté compliqué de ce système. Et l'argent des transferts que nous avons fait depuis ces années, qui est remarquable en termes de volume, il a permis de payer les investissements où on est, il a permis d'acquérir des joueurs, il a permis d'investir sur des jeunes joueurs, il a permis, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'acheter des joueurs qui n'étaient pas dans la cible des joueurs achetables par le Stade de Reims, avec des transferts aux alentours de 10 millions d'euros. Donc tout cet argent, il a été remis dans l'outil de travail, si on peut utiliser cette expression. Et Président, est-ce que vous pouvez clarifier entre les chiffres dans la presse et ce que touche réellement le club ? Oui, je pense que c'est le moment d'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on reçoit une somme d'argent pour un transfert, très souvent, il y a une partie de cette somme qui part au club précédent. Alors ça existe dans les deux sens. Nous aussi, quand on a vendu des joueurs, on a pris X% sur une plus-value à venir. Bon, si c'est très agréable pour nous, le plus bel exemple étant la vente de Logan Costa par Toulouse, pour lequel le Stade de Reims avait 50% des droits, ça existe aussi dans l'autre sens. Et très souvent, on est obligé de reverser une partie aux clubs qui ont précédé. Donc c'est surtout là-dessus que le transfert se minore. Et puis ensuite, il y a effectivement les commissions d'agents, mais les commissions d'agents, c'est quelque chose qui est très contrôlé et qui se limite au maximum à 10%. C'est pour ça qu'il y a un écart souvent entre les sommes qu'on a pu lire, si tant est que ce soit les bonnes, et ce qui arrive réellement à l'intérieur des clubs. Une question de la petite histoire du Stade de Reims. Augmenter à ce point la masse salariale du club depuis 2 ans, avec l'incertitude autour des droits TV, était-ce bien judicieux ? Là aussi, c'est toujours facile de réécrire l'histoire. Et si la personne qui pose cette question savait que les droits télé allaient être ce qui était, il est fort parce que personne ne l'a vu venir. Je pense que s'il y a un fonds d'investissement qui a mis 1,5 milliard dans le football, c'est bien que eux, les premiers, avec toutes les études évidemment qu'ils ont dû faire autour de ça, étaient convaincus que les droits télé allaient non pas s'effondrer, mais allaient exploser. Donc tout le monde pensait que les droits télé allaient au moins continuer au niveau où ils étaient. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est tellement vrai que quelques jours avant de passer à la DNCG l'année dernière, on avait une lettre écrite de la Direction nationale du contrôle de gestion de reprendre les sommes de l'exercice précédent. Donc personne n'avait pu imaginer qu'il y aurait un effondrement des droits télé. Et les transferts qu'on a faits correspondaient à notre économie du moment. On ne s'est absolument pas mis dans le rouge
en le réalisant. Si on les a fait, c'est juste parce qu'on avait considéré qu'on avait les moyens de les faire. On arrive à la dernière question sur ce chapitre des finances et du budget. Une question de Stéphane. Est-ce que le sponsoring avec Yasuda va être remis en cause suite à la relégation en Ligue 2 ? Et également, le Japan Tour est-il toujours maintenu, Président ? Il y a une chose qui est réconfortante dans cette période qui est difficile pour des dirigeants comme nous, c'est qu'a priori, beaucoup de nos partenaires sont solidaires. Tout comme ils l'avaient été il y a 9 ans en arrière, mes premières discussions laissent entendre qu'à part quelques sponsors nationaux qui sont liés à la Ligue 1, la plupart de nos partenaires repartiront avec nous et nous feront confiance en Ligue 2 pour relever le challenge. Et les derniers échos que nous avons eus de Yasuda sont que lui aussi nous accompagnera en Ligue 2. Et au moment où on se parle, nos équipes travaillent avec ces équipes pour la réalisation du Japan Tour cet été, qui est une expérience magnifique, qui est une vitrine extraordinaire pour le Stade de Reims sur le continent asiatique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de remise en question. Merci beaucoup, Président, en tout cas pour toutes ces réponses. On va ouvrir un nouveau chapitre avec l'image du club. Une question de Eric. Bonsoir. N'estimez-vous pas que l'un des soucis majeurs de ces dernières années a été la perte d'identité du club et un fossé toujours plus grand entre le public et les joueurs ? Oui, il y avait Valentin Tangana cette saison, mais pour le reste, le sentiment d'appartenance des joueurs qui signent au Stade de Reims a totalement disparu. La proximité avec les supporters s'en est clairement fait de plus en plus ressentir. Ne faut-il pas renouer avec tout cela comme une des premières pierres du renouveau ? Merci pour votre réponse. Et on a eu le droit à un petit « Allez Reims » de la part d'Eric. C'est bien. Ouais, c'est essentiel que nos joueurs soient abordables, mais moi j'ai le sentiment, quand on fait des opérations grand public, que tous nos supporters peuvent approcher nos joueurs, qui sont tous... j'ai pas senti de modification. Alors, effectivement, dans le football historique, et encore, parce que je réfléchis, même dans les années 58, Raymond Kopa, il n'était pas rémois, Justo Fontaine non plus. Donc, ça a toujours été le football d'avoir des joueurs qui n'étaient pas historiquement du cru. On n'a pas eu que des René Masclot au Stade de Reims. Et donc, aujourd'hui, les joueurs sont là, ils sont abordables. Moi, j'ai pas ce sentiment de coupure entre nos joueurs et nos supporters. Si tel est le cas, j'en suis vraiment désolé parce que c'est un des schémas, je ne vais pas dire c'est dans notre feuille de route, mais quand on recrute un joueur, on lui explique qu'on a évidemment besoin de nos supporters, mais il ne faut pas rêver, ils le savent tous, parce que pour la plupart, ils ont déjà été dans un cursus footballistique et donc ils sont toujours disponibles quand l'occasion est présentée. Une question à présent de Valou51. Nous avons réussi à passer d'un club apprécié à détester en 1 an, c'est ce que dit Valou51. Comment comptez-vous redorer l'image de notre club ? Je pense que derrière l'image de notre club, qui effectivement a plutôt l'image d'être un club sympathique avec des valeurs familiales, ce qu'il est toujours d'ailleurs, alors peut-être moins sympathique vu la question, il y a aussi mes fonctions sur le plan national que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ont fait que des prises de position ont pu être soit déformées, soit mal comprises, et que ça nous a mis un certain nombre de gens à dos. Et puis ensuite, il y a les résultats. Malheureusement, on est dans une activité où la vérité, elle vient du terrain. Tant qu'on gagne, on est dans le vrai. Quand on perd, on est dans le faux. La vérité, malheureusement, elle n'est pas aussi blanc-noir. Et je pense que quand on gagnera nos premiers matchs en Ligue 2, on redeviendra le club sympathique qu'on souhaite être et qu'on est. Président, nous allons maintenant passer à la dernière partie de cet entretien sur la relation avec nos supporters. Une question de Florence. Pouvons-nous comprendre pourquoi la direction a tellement de mépris avec les supporters du Stade de Reims lors des interviews, alors que la grande majorité des clubs encensent leurs supporters ? Avez-vous peur d'une rupture encore plus forte avec les supporters pour cette saison qui arrive, la saison 2025-2026 ? Si tel est le cas, j'en suis vraiment, mais vraiment meurtri. Peut-être que certains de mes propos
ont pu choquer. Peut-être que mon côté provocateur, second degré, n'a pas toujours été compris. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais tous les gens qui me côtoient, d'ailleurs j'ai eu énormément de messages de gens que je connais bien ou pas, de soutien par rapport à cette période, ce qui me laisse entendre que je ne suis pas coupé de la base. Tous les gens que je croise, il n'y en a jamais, et j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup de supporters quand j'ai fait les périodes de dédicaces pour mon livre, et les gens me disaient merci, considéraient que j'étais quelqu'un d'abordable, parce que je suis dans la vie, même si j'ai parfois un air austère, je suis je suis plutôt réputé pour être un bon vivant, et donc il n'y a absolument aucun mépris. Si vraiment des gens considèrent qu'on les a méprisés, encore une fois, j'en suis désolé et je m'en excuse, mais il n'y a pas de mépris de ma part. Parfois, il y a peut-être un effet ras-le-bol, un mauvais moment derrière un mauvais résultat et donc des propos qui dépassent ma pensée. Mais je pense qu'en tant que chef d'entreprise, tous les gens qui me connaissent vous diront que je suis plutôt quelqu'un de très abordable et qui respecte beaucoup les autres. Une question à présent de Lucas. Depuis plusieurs saisons, les supporters réclament la transformation de la tribune Jonquet en tribune debout pour dynamiser l'ambiance à Delaune, à l'image de ce qui se fait un petit peu dans d'autres clubs français. Cette demande a même donné lieu à une pétition largement soutenue. Pourquoi ce projet n'est-il toujours pas avancé et quelles sont les discussions concrètes en cours avec la mairie pour lever ce blocage ? Alors c'est un sujet qui avait été abordé quand j'avais reçu une délégation des Ultrem il y a maintenant 2 ans. Et j'en avais parlé à la mairie. Arnaud Robinet n'était absolument pas opposé à ce qu'on mette ensemble, à ce qu'on puisse réaliser cette adaptation. Par contre, on se heurte à un problème qui est les matchs internationaux, et il va y en avoir un prochainement à Delaune. Et dans les matchs internationaux, il ne peut pas y avoir de tribune debout. Donc je sais que les équipes travaillent, essayent de trouver des solutions. Ce n'est pas un point qui a été laissé de côté. Ça travaille, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, quand on m'a posé la question, je dis bah oui, après tout, c'est tellement quand on sait que ceux qui veulent être debout dans la tribune Jonquet sont les jeunes actifs. Et donc, pour faire la fête, c'est peut-être aussi agréable. Donc, je n'étais absolument pas hostile. Encore une fois, du côté de la municipalité, ils ont pris en compte les situations. Mais après, c'est l'homologation du stade Auguste Delaune pour les matchs internationaux. Donc, je sais que ça travaille, qu'ils essaient de trouver des solutions. Je ne suis pas certain qu'on puisse arriver à donner cette solution. Mais ce n'est pas aux oubliettes. Une question de Paul à présent. Que pensez-vous de la réaction des Ultrem suite au siège cassé? Comprenez-vous leur frustration à supporter toute l'année et obtenir une descente? Les supporters seront-ils sanctionnés après ces débordements? Je comprends la déception. Je comprends la déception puisque on est les premiers à être déçus. Et surtout que les supporters, et je l'ai évoqué tout à l'heure, cette année, ils ont mis une ambiance à Delaune comme on n'avait jamais connu. Jamais connu. Les matchs de barrage, par exemple, on se sentait vraiment porté par tout un stade. Donc je comprends la déception. Évidemment, je ne peux pas cautionner et justifier la casse. Aujourd'hui, on reste un organisateur de spectacle. Le football, ça doit être une fête. On a été un des premiers clubs en France à créer une tribune famille, qui est la tribune Batteux, pour que justement les gens puissent venir de façon sécuritaire, en famille, qu'ils ne soient pas bousculés par le voisin qui est un peu trop, qui prend un peu trop de place et tout. On a mis en place toutes ces choses parce que ça doit être une fête. Et une fête, ça ne doit pas se conclure par de la casse. Les Ultrem, ils se sont laissés aller et je ne les en félicite pas. Mais malgré tout, ils ont tellement été derrière l'équipe que je vais dire qu'ils ont des circonstances atténuantes. Mais c'est pas... Sincèrement, ils auraient pu se passer de tout casser. Ou alors c'est qu'ils veulent qu'on aille plus vite à une tribune sans siège. Ils ont voulu devancer les travaux. Une question à présent de Victor, président. Que comptez-vous faire pour lutter contre les groupuscules d'extrême droite qui infiltrent de plus en plus
le groupe des ultras rémois. Ces personnes ne représentent que la haine et la violence, certainement pas les valeurs affichées par le Stade de Reims. Leur présence dans les stades ne doit pas être tolérée, c'est ce que nous dit Victor. Il a raison. Le stade, c'est un endroit où il ne doit pas y avoir de politique, où il ne doit pas y avoir de drapeau pour quelque cause que ce soit. Et après, on se heurte à la législation. Le groupe dont tu fais référence, il n'est pas interdit par l'État, donc on ne peut pas refuser de leur vendre des billets. Jusqu'ici, à ma connaissance et sur ce qu'on me dit, les Ultrêmes qui ont toujours montré qu'eux, pour le coup, ils étaient apolitiques, même s'ils sont à peu près dans les mêmes endroits, ne se sont pas réunis avec eux. Moi, je dis qu'on doit lutter contre toutes les formes de ségrégation, de racisme. D'ailleurs, le club est engagé dans plein de démarches avec notamment les SOS Racisme et tous ces institutions qui permettent de vivre, qu'on doit bien vivre ensemble. Et à notre niveau, qu'ils le sachent, on luttera toujours dès qu'ils auront des positions anarchistes ou extrémistes. Parce qu'encore une fois, un stade, c'est un lieu de fête, c'est pas une tribune pour exprimer ses opinions politiques. Président, on arrive à la dernière question de supporters. Elle est signée Marilyn. Après une saison marquée par la relégation et un manque criant de spectacles à Delaune, quelles sont les mesures envisagées pour reconquérir les abonnés la saison prochaine? Le lien avec les supporters semble plus que jamais à reconstruire. J'espère qu'il n'est pas totalement coupé et qu'il est simplement mis en sommeil par la déception des résultats. Et je pense que dans le sport, seule la victoire est belle. Et c'est en créant la plus belle équipe, l'équipe la plus compétitive et en gagnant des matchs qu'on ramènera avec nous toute la communauté rémoise et tous nos supporters. C'est de cette façon que je ne vais pas dire qu'on reconquérira, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de messages de gens qui comprennent que dans le sport, il y a des montées, il y a des descentes, et qu'un club comme le Stade de Reims, avec son tissu économique, avec son bassin de population, a la difficulté pour jouer les premiers rôles dans un championnat de Ligue 1. Et là aussi, il faut avoir l'honnêteté et la lucidité de dire que pour un club comme le Stade de Reims, être entre le 10e de Ligue 1 et le 5e de Ligue 2, c'est à peu près notre positionnement. Et évidemment qu'on fait tout et qu'on fera tout pour être plutôt le 10e de Ligue 1 que le 5e de Ligue 2. Mais ça correspond à la structure de notre bassin de population, de notre club tout simplement. Nous arrivons au bout de cette discussion. Merci en tout cas pour les réponses que vous avez apportées et surtout votre transparence. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin, Président ? Oui, je pense que des mots, j'en ai dit beaucoup. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qui m'a peiné dans ce que j'ai découvert à travers les questions, c'est qu'effectivement, notre projet était parfois mal compris par ceux qui le connaissent finalement assez mal. Parce que quand on regarde les vidéos, quand on voit les infrastructures qu'on a mis dans ce club, et l'outil de travail qu'on a, je peux te dire qu'on est envié par beaucoup à l'extérieur, que beaucoup de gens sont convaincus que notre place n'est pas en Ligue 2, même si sportivement nous y sommes aujourd'hui. Et donc on va tout faire pour que rapidement on puisse regoûter au bonheur de la Ligue 1 et d'emmener nos supporters vers des moments de joie, parce que j'ai conscience que cette année a été, malgré cette finale au Stade de France, ça n'a quand même pas été la meilleure des années, mais ça aussi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire que dans le sport, il y a des saisons où il y a de la réussite et puis d'autres où il y en a moins. C'était une saison pourrie, tournons la page et orientons-nous vers l'avenir. C'est en tout cas ce que font toutes les équipes du Stade de Reims aujourd'hui. Merci beaucoup, Président. Merci également à vous, supporters du Stade de Reims, pour toutes les questions que vous nous avez laissées. Je vous souhaite à tous un bel été, de bonnes vacances. Et on se retrouve évidemment début août à la maison, au Stade Auguste Delaune. À bientôt.